Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Sébastien Borget de The Sandbox. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va très bien, bonjour à tous. Merci d'être là, Sébastien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ça faisait un petit moment qu'on essayait de t'avoir. On sait que tu as un planning qui est full, donc c'est vraiment un honneur que tu fais à la chaîne Token Talkers. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te présenter rapidement. Tu es cofondateur de The Sandbox, CEO de The Sandbox. Tu es aussi président de Blockchain Game Alliance. Tu plaides pour les NFT. Tu as été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du domaine de la cryptographie par Cointelegraph. Bref, tu es partout. Commençons très rapidement. Comment tu en es venu au secteur du gaming pour après basculer dans le secteur des NFT? Est-ce que tu peux nous refaire une petite présentation rapide de qui est Sébastien? Bien sûr, c'est un peu un rêve d'adolescent, lorsque j'ai eu Ok. ma première console jeux vidéo, la Super Nintendo avec Super Mario World. Évidemment, au début, j'étais passionné juste de jeux vidéo, mais très rapidement, en fait, par curiosité naturelle, j'ai été intéressé, comment on fait pour faire son propre jeu vidéo. Et à l'époque, j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans, donc je savais pas trop, mais je me suis renseigné et j'ai vu qu'en fait, le parcours le plus courant, c'était de faire une école d'ingénieur ou d'une école spécialisée dans le domaine du jeu vidéo et qu'il y avait différents métiers pour produire des jeux vidéo, des métiers artistiques, de développement, de production, etc. Et donc c'était un parcours assez long et finalement créer son propre jeu vidéo, c'est une aventure entrepreneuriale, ça a besoin de financement, il fallait heu, des budgets assez conséquents et c'était vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc j'ai continué à regarder et courant 2011 en fait, avec l'arrivée des smartphones, tablettes en iOS, Android, j'ai vu qu'il était possible de créer des jeux vidéo de manière assez indépendante, chacun depuis chez soi, depuis son garage un peu, avec une toute petite équipe de 1 ou 2 personnes seulement, pouvoir à la fois développer des applications mobiles et faire ses propres jeux. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, il y a une nouvelle opportunité sur le marché du jeu vidéo». Au lieu de devoir acheter des équipes, des budgets de millions d'euros, des devices spécifiques pour lancer sur console ou développer sur PC, une barrière importante à l'entrée. Là, quiconque peut faire du jeu vidéo, quasiment. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a démarré un studio en 2011 qui a fait la première version de Sandbox sur mobile. Et cette première version de Sandbox sur mobile, c'était encore pousser un peu plus loin là, cette idée de comment rendre accessible la création de jeux vidéo à n'importe qui, puisque Oui. finalement, là, il n'y avait même pas besoin de connaître la programmation, juste du toucher du doigt sur ce jeu, on pouvait dropper, faire tomber des petits pixels en 2D à l'écran et ils interagissaient les uns les autres sur la base de réactions physiques de la table périodique des éléments. Ils pouvaient aussi permettre de créer ses propres interactions avec des héros, des plateformes, des ennemis, des ports, etc. et partager en ligne ces créations dans une galerie où d'autres utilisateurs pouvaient jouer à ce que vous avez créé. Et donc finalement, créer des jeux juste en drag and drop et de manière tactile. C'est vraiment là que un peu l'histoire de Excellent. Sandbox et comment je suis tombé dans le jeu vidéo. Waouh, c'est assez impressionnant. Bravo pour ton travail parce qu'avoir une idée aussi globale, aussi rapidement, franchement, bravo parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu autant d'idées que toi sur cette partie-là. Donc, vraiment, vraiment félicitations. Et donc, du coup, tu es arrivé directement avec la vision. Tu as commencé par un MVP et puis au fur et à mesure, The Sandbox a grandi ou tu es arrivé directement plus ou moins par la version actuelle? Non, si on regarde en fait Sandbox, c'est un succès qui, je dirais, a pris un petit peu plus de 12-13 ans, in the making. Donc Mhm. derrière, en fait, c'est évidemment une évolution progressive de l'idée que quiconque peut devenir un créateur, d'être vraiment proche de la communauté de ces créateurs pour comprendre leurs besoins, leurs idées et continuellement améliorer Sandbox. Jusqu'à 2018, c'était un jeu mobile en 2D sur donc iOS, Android. Et à partir de 2019, c'est devenu une plateforme à part entière avec des outils de création sur PC et sur Mac, un éditeur 3D, une marketplace, une map, un outil qui s'appelle le Game Maker qui est créé en drag and drop sans aucune notion de code, et un client qui permet d'accéder et de jouer avec son avatar. Et ça, c'est le fruit de plusieurs années d'itération. En 2019 est arrivé en fait l'application de la technologie blockchain et des NFT qui vient répondre ensuite à une problématique à laquelle on était confronté, qui est la suivante, c'est qu'en fait,
on avait des créateurs très enthousiastes qui utilisaient quasi quotidiennement le jeu. Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, ils disparaissaient, ils passaient à autre chose ou pour moult raisons de la vie. Ils n'étaient plus impliqués sur le jeu. Et la raison principale, c'est on avait, certes, ils gagnaient une sorte de reconnaissance parce qu'on mettait en Mmh. avant leur profil dans une galerie en ligne, ils avaient des followers, des fans, etc. Mais en fait, on ne pouvait pas leur partager une partie du revenu qu'ils amenaient avec leur contenu. Et en fait, quand même, ils passaient un temps important, sous forme de passion, de hobby, à créer ces contenus. Et on ne pouvait pas partager avec eux cette forme, quoi que ce soit d'autre qu'une reconnaissance sociale. À l'arrivée de la blockchain et des NFT, on a expérimenté en 2007, on a découvert le premier jeu qui utilisait cette technologie, CryptoKitties, nous a permis en fait d'apporter cette dimension monétisation, puisque toutes les créations faites par du coup les utilisateurs dans Sandbox, désormais sont des NFT qui peuvent être échangés entre utilisateurs, vendus sur des marketplaces et donc monétisés beaucoup plus librement, sans être contraints par les plateformes, comme on a pu l'être auparavant sur mobile. Ça a été une vraie révolution, donc ça a été un pas en avant. Et après, la vision de Sandbox a continué à évoluer pour devenir un métaverse avec une carte. La carte des terrains de Sandbox, 166 464 terrains, c'est aussi quelque chose d'assez unique en soi, qui est la manière dont on développe, dont on amène des marques, dont on permet à chacun de devenir le voisin virtuel d'une autre personne et ça permet de découvrir des contenus et de participer ensemble à la création du métaverse, suivant différentes thématiques ou auprès de célébrités comme Snoop Dogg ou de thématiques comme le sport, la musique, la mode, etc. On a aussi amené petit à petit 400 marques dans Sandbox avec autour du divertissement, de la musique, du luxe, du jeu vidéo. On va retrouver Atari, Ubisoft, Warner Music, The Walking Dead, Snoop Dogg, Steve Aoki, Paris Hilton, parmi plusieurs autres grandes marques. Ça aussi, c'est venu progressivement et c'est un peu finalement ce qu'on a fait au début sur mobile. On avait des partenariats avec Pac-Man, avec Shrek, avec Ghostbusters, et on a appliqué ce savoir-faire à l'époque dans cette nouvelle version. Et en fait, vu le succès, vu l'intérêt, vu à la fois de la part des marques et des utilisateurs dans le métaverse pour co-créer ensemble, pour pouvoir utiliser les contenus officiels et jouer avec en tant qu'avatar ou à créer des expériences, on s'est rendu compte que c'était aussi une des forces de Sandbox et un élément assez important de différenciation. Donc, on a beaucoup évolué dans cette direction. Le troisième pilier de Sandbox sur lequel on a aussi beaucoup évolué, c'est la dimension avatar, ces personnages uniques qui nous servent d'identité virtuelle. Au début, on pensait juste à chacun peut customiser son apparence comme il le souhaite, mais avoir introduit des collections officielles d'avatars en partenariat avec différentes marques, les Lapins Crétins, Gordon Ramsay, Care Bears, Snoop Dogg, Paris Hilton, Steve Aoki, Agoria en DJ, etc. Ça a été aussi un franc succès puisque chacun a pu choisir sa propre identité digitale et l'utiliser pour jouer non pas seulement l'expérience de la marque, mais dans toutes les expériences, y compris celles par les créateurs. Et finalement, le cinquième point qui est aussi très différenciant et qui a évolué, c'est le SAND, le Utility Token de la plateforme, Mmh. qui désormais non seulement supporte toute la créateur économie, donc les échanges entre créateurs, les achats sur la marketplace, mais aussi de l'achat de terrain, l'achat d'avatars, etc., mais commence à prendre une ampleur telle que le Sand, c'est déjà une des top 100, voire top 50 crypto-monnaies dans le monde, et il est utilisé au-delà de Sandbox, la plateforme Metaverse, mais aussi par d'autres jeux, dans d'autres pour d'autres activations, par d'autres marques, etc. aussi, puisqu'on a plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde qui en possèdent, qui le conservent ou qui peuvent l'utiliser. C'est très complet. C'est très complet. Merci pour ta réponse et on voit vraiment la vision globale que tu as eue en développant, Sandbox. Je me pose une question, vous êtes combien actuellement dans la team Sandbox à développer encore le jeu en permanence? Est-ce que maintenant il est développé, il n'y a plus besoin de team? Est-ce que vous êtes encore une grosse team à développer encore en permanence? Parce que c'est intéressant de savoir quel est l'envers un petit peu du décor. Alors, Sandbox, on est vraiment très actif sur le développement de la plateforme et en fait, on compte trois aspects principaux. Un, c'est le produit et la technologie. Donc, le moteur qu'on utilise, c'est Unity pour le moment. On construit The Sandbox, les outils de création sur la base Unity et on met à jour tous les 3 mois à peu près
notre game maker pour permettre à des créateurs de voir encore plus de possibilités créatives, faire des jeux avec différentes règles de gameplay, que ce soit des tower defense, des platforming, des runners, du parcours, du shooting ensemble, des puzzles, etc. Tout ça en multijoueur ou en single player. La possibilité d'avoir des mécaniques plus avancées pour aussi monétiser grâce aux NFT, leur expérience et leur communauté. Mmh. On a aussi tout l'aspect contenu. Donc, non seulement nous, on produit en direct une centaine d'expériences par an avec ces grandes marques, on va en lancer encore davantage cette année. Donc, quand on collabore avec une célébrité comme Snoop Dogg, on produit toute une saison avec des expériences exclusives pour les fans, euh, des jeux, des expériences sociales, des hubs qui vont leur permettre de compléter des quêtes, gagner des rewards et découvrir leur célébrité favorite, leur marque favorite sous un nouvel angle, développer un peu un nouveau lien dans ces expériences immersives. On a aussi toute la partie écosystème qui permet à Sandbox d'être présent un peu partout dans le monde. Hein. Sandbox est présent dans 10 régions du monde, 10 pays, Wow. et développe un écosystème avec 250 boîtes, studios, agences qui maîtrisent nos outils et sont capables de parler à des nouveaux clients, d'amener à des marques ou des nouveaux créateurs là où elles sont présentes. Et donc au total, on Wow. est 300 personnes, un peu plus de 300 personnes dans la boîte. On a, euh, on a quasiment la moitié des ressources allouées au développement technique et des produits qui sous-tendent cette plateforme pour permettre des possibilités plus créatives. Et Sandbox est toujours en alpha, donc oui, on a un développement assez actif. Notre but, c'est de passer en bêta cette année, OK. ce qui voudra dire des mises à jour encore plus importantes sur les différents outils, une maturité, une stabilité, une vitesse de chargement et des fonctionnalités très intéressantes. Et probablement un lancement public 1.0 l'an prochain avec l'arrivée sur mobile en plus encore plus de fonctionnalités. Waouh! Quand tu en parles, on dirait pas que c'est la version alpha, on dirait c'est déjà une machine de guerre, c'est un truc immense. Enfin, vraiment bravo pour ça et tu nous dis: «Bah, non, non, mais il y a encore une autre version, une 3e version et tout». C'est assez impressionnant ce que tu as déjà réussi à faire, en disant que c'est encore une petite version. Moi, je me pose une question. Si, par exemple, j'écoute le podcast et je souhaite utiliser, bah, Sandbox, comment ça se passe? Je dois aller sur le site internet, donc là, il n'y a pas d'application pour le moment, elle va arriver. Comment ça se passe pour pouvoir faire nos premiers pas avec The Sandbox? Alors au contraire, en fait, Sandbox, ce qui est assez intéressant, c'est il y a deux aspects. Un, c'est si tu as essayé déjà Sandbox auparavant et tu reviens, même quelques mois avant, ou il y a 1 an ou 2 ans, il y a vraiment un changement radical dans le graphisme, la richesse des Cool. contenus, tout ce que tu vas pouvoir explorer, la qualité, etc. Et en même temps, comme tu le pointes justement, on est toujours en alpha. La vision qu'on a de réaliser le metaverse et une plateforme user-generated content, c'est quelque chose qui va nous prendre encore 5 à 10 ans. Il faut continuer à itérer, mettre l'accent sur les créateurs en premier pour qu'on ait des contenus originaux, différents et Ouais. que des nouvelles audiences, des nouvelles habitudes se forment. Pour rentrer dans le métavers, c'est très simple. Tu vas sur sandbox.game, tu fais create, tu crées ton compte, tu choisis ton avatar. Tu as besoin d'acheter aucun NFT pour démarrer. Hein. Tu peux jouer gratuitement, tu peux collecter des rewards, soit des NFT ou des tokens. Et tu peux aussi télécharger les outils de création. Finalement, créer, c'est aussi une manière de jouer dans Sandbox. C'est ça qui est assez intéressant. Participer à des contests, des game jams, qui vont aussi te permettre de gagner des lands et d'autres types de NFT, publier ton expérience si tu le souhaites. Donc tout ça est possible. La plateforme est quasiment, voire complètement ouverte et fonctionnelle. On a plus de 330 000 créateurs au cours des 12 derniers Wow. mois qui utilisent le logiciel, participent à des créations. On vient de passer une milestone assez intéressante. On a plus de 1000 expériences live sur la map. C'est un chiffre. Alors, notre objectif, c'est jusqu'à 166 464, puisque c'est le nombre de terrains. Mais en soi, c'est un chiffre symbolique qui montre aussi finalement, si vous avez entendu parler de Sandbox il y a 1 ou 2 ans dans les médias, il y avait peut-être une seule chose à faire, une seule marque, une seule saison en cours et une centaine d'expériences maximum. Désormais, il y a un contenu permanent à venir explorer, fait en majorité par les créateurs, et des saisons, enfin, et des événements
permanent, enfin, qui tourne régulièrement avec différentes marques et collaborations. Ce qui fait que quand on rentre dans Sandbox, il y a toujours du contenu à explorer désormais et de l'activité. Très intéressant. Bah, ça donne vraiment envie de l'utiliser. Je pense que les personnes qui connaissent pas encore vont vraiment jumper sur le site internet. N'hésitez pas, on vous mettra le site internet en lien. Hem, l'idée globale, elle est ultra comprise et on voit que c'est vraiment un de tes cœurs d'activité. On sait que c'est pas la seule chose que tu fais dans l'écosystème Web3. Donc on parlait juste avant en introduction, bah, que tu es président de Global Game Alliance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, justement quel est ton rôle au sein de cette alliance? Comment ça se passe? Quel est l'objectif? C'est la promotion des NFT, ça on le sait. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus cette partie-là? Alors, la Blockchain Game Alliance, c'est une association qui compte désormais un peu plus de 600 membres, Waouh! qui vont couvrir un peu tous les aspects de l'écosystème et de l'industrie du jeu vidéo. Et la mission principale de la Blockchain Game Alliance, c'est ça va dépasser juste couvrir les NFT, ça va vraiment plutôt de mettre en avant l'utilité de la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu vidéo. Donc ça permet effectivement d'utiliser les NFT pour proposer aux joueurs de posséder pleinement leur contenu, leurs assets, etc. Mais aussi tout ce qui va être autour des crypto-monnaies. Certains jeux vont en avoir, d'autres non. Et tout ce qui va être aussi autour de même du gameplay, où toute la logique va être décentralisée et fonctionner sur la blockchain pour un maximum de transparence vis-à-vis des joueurs. Et non seulement on éduque les développeurs et l'écosystème, on met en avant les jeux, les produits, les services qui sont développés, on participe à toutes les grandes conférences, on a des stands sur lesquels les gens vont pouvoir essayer ces jeux, faire du business, networker. Parfois, on a des dîners aussi dans différentes villes avec les différents membres. On a des séances de pitch session où les entrepreneurs vont pouvoir entrer en compétition et certains ont réussi à lever des fonds grâce à ça. Donc vraiment, on est un connecteur dans l'écosystème et on contribue à démocratiser l'image que peut avoir la blockchain au sein d'une industrie du vidéo qui est beaucoup plus large hein, actuellement, mais qui a encore quelques stigmas et parfois mauvais mécompréhensions par rapport à ce qu'apporte la technologie, parce que il y a une association trop directe qui peut être faite, par exemple, avec la notion que la blockchain, c'est uniquement le Bitcoin, c'est uniquement lié à la spéculation, etc. Non, à la fin, c'est une technologie qui supporte la créativité de studios, de développeurs et qui va permettre de développer des nouveaux business models, plus d'innovation dans le jeu et une distribution de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne de production de jeux vidéo, que ce soit les plateformes, la distribution, les développeurs et les joueurs aussi, qui va être, à mon avis, bien plus équitable et permettre aussi des opportunités de croissance intéressantes sur un secteur qui reste, qui est désormais très challengé sur le domaine du free-to-play et plus classique. Super intéressant. Tu es, bah, président depuis 2020 si je dis pas de bêtises. Donc tu as développé et tu as fait partie vraiment du développement de cette alliance et tu disais aujourd'hui que vous étiez, plus de 600 membres. Si je veux moi-même être membre, comment ça se passe? Je dois me connecter sur un site internet, pareil? Est-ce que tu peux nous donner deux trois informations pour devenir membre également? Alors tout à fait. C'est désormais la Blockchain Game Alliance. On était une trentaine de membres, incluant les 8 membres fondateurs, dont je ne faisais pas partie à l'époque, au courant 2019. Je l'ai rejoint un an après et je l'ai aidé à croître vraiment comme association. Désormais, il y a une équipe de 3 personnes à temps plein. Flavien, qui est notre directeur de communauté, Maud, qui est en charge des événements, et Mélanie en charge de la communication et que vous pouvez croiser souvent sur les salons ou en ligne, puisqu'on fait aussi beaucoup de streams, de podcasts, etc., pour mettre en avant nos membres. Pour nous rejoindre, c'est très simple, il y a le site blockchaingamealliance.net, on vient de mettre en site, nouveau site en ligne avec un peu des vidéos, des OK. aperçus. Et il y a différents types de membership qui vont du single member, donc un individu va payer une cotisation annuelle relativement faible, moins de 100 euros, il y a une première cotisation pour les startups entreprises qui est accessible à tous, qui est de l'ordre de 500 euros par an aussi, donc ça reste somme toute très raisonnable vis-à-vis de la valeur qui est apportée. Notre but, c'est pas du tout de faire du profit, c'est de faciliter les échanges, faire croître l'écosystème et permettre à chacun de gagner en maturité, gagner en réseau, gagner en joueurs parfois aussi lors de ces événements
grâce à la force de ce réseau et de cette association. Et après, il y a des packages plus importants si certains acteurs ou plus grosses entreprises veulent aussi soutenir l'action de la BGA et avoir un peu plus de visibilité sur les salons, qui s'appelle le Silver et le Gold Package, sur lequel on peut vous envoyer plus d'informations. OK, bah, merci, c'est pareil, ultra précis comme jusque depuis le début du podcast. Tu parlais juste avant d'événements. On sait que tu es présent sur énormément d'événements. Il y a pas longtemps, c'était NFT Paris et je sais qu'il y en a bien plein d'autres qui arrivent. C'est pour toi super important de participer à des événements, d'aller rencontrer un petit peu le public, le retail, les institutions? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de l'importance de participer à des événements comme ça? Alors, bah, pour moi, c'est essentiel, en fait, de participer à des événements, même si D'accord. parfois on ne sait pas encore dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on va pouvoir y gagner en termes d'objectifs. Est-ce que c'est pour signer des contrats? Est-ce que c'est pour rencontrer des partenaires? Pour se faire connaître et cetera? Mais en fait, pour moi, c'est de la dans le temps, au fur et à mesure des années, et donc je suis pas entrepreneur depuis 2008, donc en fait, les gens peuvent voir aussi finalement la régularité, la sincérité, ça permet d'updater sur nos roadmaps, etc. Euh, et, euh, et des personnes que j'ai rencontrées il y a 2 ou 3 ans, pour qui Sandbox n'était rien du tout à l'époque, se sont peut-être rendus compte de la qualité de notre travail, notre commitment, pensent à nous ultérieurement ou nous recontactent. Des recrutements se sont faits grâce à ça, des levées de fonds avec des investisseurs qui ont pu voir et suivre notre progrès aussi grâce à ça. Et donc pour moi, euh, ça fait vraiment une partie intégrante de la mission que je peux avoir dans mon rôle au sein de Sandbox, qui est finalement de contribuer à représenter ce qu'apporte Sandbox à l'écosystème Web3, à développer de nouveaux partenariats en voyant aussi les nouvelles tendances, les nouveaux projets qui apparaissent, etc. En contribuant aussi à éduquer autant que possible des nouvelles audiences sur ce qu'est le Web3, ce qu'est le métaverse, ce qu'apportent les NFT, partager nos expériences, les challenges, essayer d'amener les acteurs et les curieux à se positionner avec une approche aussi positive et qui apporte de la valeur à tout l'écosystème, qui sont pas juste là pour le faire par pur intérêt financier et repartir d'ici un an après en ayant malheureusement créé euh, des choses qui vont être néfastes et qui vont nuer à l'intégralité de cet écosystème. Et, euh, et donc, c'est vraiment le fait que je sois là régulièrement qui aide aussi. Euh, je pense que si Sandbox n'avait pas, depuis 2017, été présent à différents events, et surtout des events assez internationaux hein, aussi. Là, je reviens d'Arabie Saoudite, on était à Dubaï pour Ouais. Token 2049, Sandbox a aussi une forte présence en Asie. On n'aurait pas cette reconnaissance et cette capacité à activer des partenariats un peu partout dans le monde, rencontrer des nouvelles personnes qui vont pouvoir être intéressées et finalement peut-être aussi mieux se rendre compte grâce à des podcasts comme aujourd'hui, des interviews, etc., de ce qui est vraiment Sandbox. Parce qu'il y a aussi parfois, il y a un écart assez important entre l'imaginaire qu'on peut avoir d'une boîte, d'une entreprise ou d'un service, et finalement qui on est, ce qu'on fait, comment on fonctionne, nos valeurs, notre idée de vraiment être là comme un ciment de l'écosystème et supporter plein de projets de communauté grâce à nos outils, grâce à l'accessibilité de notre outil du Game Maker qui est no code, grâce aux différentes activations et partenariats qu'on a pu faire. Et, euh, et finalement, dans une approche très Web3, où pour nous, finalement, moi j'essaie de promouvoir le succès d'un écosystème et la collaboration entre tous, que les gens partagent, si possible, cet ethos, qui n'est pas Ouais. forcément le cas de toutes les industries. Je viens du Web 2, je viens du jeu vidéo, ou au contraire, je partage très peu d'informations. Quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne, il faut surtout pas que les concurrents le sachent, sinon ils vont nous copier. Pas forcément des relations très Chaude. amicales et Ouais. supportives, parce que pour croître, il faut que je prenne les utilisateurs de mon compétiteur. Donc en fait, ça crée des tensions qui, je trouve, finalement, ne contribuent pas à croître un écosystème, ou en tout cas à développer au maximum de son potentiel. Ouais, c'est clair et on te voit, mais on te voit toi, tu es vraiment l'opposé parce qu'on te voit partout. Tu es là à accompagner, on te voit enfin voilà, dès qu'il y a des fondations qui se lancent, qui sont dans l'écosystème, tu es un des premiers à suivre, à donner de la force.
tu es là pour apporter de la valeur, de l'éducation, tu participes justement à des événements pour ça. Vraiment bravo parce qu'effectivement, tu es l'opposé de ce qui se fait dans le Web 2 et tu es là vraiment pour apporter de la force. Et encore bravo à toi parce que je pense qu'on ne te le dit pas assez, mais vraiment bravo pour ce que tu fais parce on te voit partout et que en positif, donc c'est incroyable. Moi, je voudrais te poser une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, c'est quoi un métaverse? Parce que pour beaucoup de gens, métaverse, bah, c'est encore quelque chose de virtuel. Il y en a qui pensent que c'est un peu comme Matrix. Il y en a qui voient ça comme un jeu vidéo, un peu comme Avatar. Enfin voilà, il y a différentes visions. Est-ce que toi, avec tes mots, parce qu'on voit que tu as une façon de parler qui est super facile à comprendre, est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous expliquer, bah, c'est quoi tout simplement un métaverse? Alors le métavers, je dirais, c'est juste la possibilité avec un avatar qui est donc, cette, représentation de nous-mêmes en 3D, de passer d'un monde virtuel à un autre, en toute liberté, sans aucune contrainte technique. Donc finalement, le métavers, ce n'est pas juste une seule plateforme, ce n'est pas Roblox, ce n'est pas Minecraft, ce n'est pas Sandbox uniquement. C'est plus la possibilité que notre identité, l'avatar, ainsi que, bah, tous les biens, tous les contenus qu'on a gagnés, qu'on a achetés ou qu'on a créés, puissent nous suivre à travers ces différentes plateformes. Et actuellement, bah, ça n'existe pas vraiment, dans le sens où, très peu de plateformes utilisent cette technologie qui est la blockchain, qui permet, finalement aux utilisateurs, en toute liberté, de se connecter d'un service à un autre et de Mhm. récupérer l'intégralité de leurs données, leurs contenus et de les utiliser sur ces autres services. Ça, c'est vraiment ce qu'apporte la blockchain et la technologie Web3 au métavers, c'est sa réalisation technologique, parce que on va pouvoir effectivement, ben, utiliser nos contenus, notre réputation, notre identité virtuelle, un monde à un autre, sans que, bah, une quelconque de ces plateformes nous dise: «Eh bah, non, quand tu as un compte chez moi, tu n'as pas le droit d'utiliser ailleurs, tu n'as pas le droit de vendre tes contenus ailleurs, tu es bloqué». Donc on est dans la construction du métaverse puisque, bah, Sandbox, en utilisant la technologie blockchain, participe à ce qu'on appelle le métaverse ouvert, le open metaverse. Ça va prendre encore du temps à développer, l'usage généralisé de la blockchain en technologie pour permettre, ces échanges avec la confiance dans la blockchain. La, hem, le fait qu'il y ait des standards qui émergent sur la manière dont les contenus, puissent être représentés d'un monde virtuel à un autre, et cetera. Il y a des groupes de travail qui existent, des associations as well, aussi, pardon, et notamment la Open Metaverse Alliance, l'OMA 3, qui existe, qui regroupe plusieurs centaines d'acteurs de cette industrie pour faciliter justement l'émergence d'un standard et cette communication. OK, bah, merci pour cette explication claire. Je pense que ça va aider beaucoup de gens et quand on entend parler, on t'entend parler qu'on entend parler de métaverse, pour certaines personnes, ils peuvent se dire: «Waouh, mais comment c'est réglementé? Comment ça se passe, sur cette partie-là? Est-ce que c'est légal, pas légal? Est-ce qu'il y a des risques?» Bah, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment justement Sandbox navigue sur le paysage réglementaire et comment, bah, ça encourage justement, l'adoption de masse par rapport à ça? Alors, nous, notre volonté, c'est d'être, à la fois une plateforme grand public, accessible. On a des audiences principalement adultes, hein, d'ailleurs, de 18 à 45 ans en majorité. Très international d'ailleurs, 35 Trop bien. Asie, 30 Europe, 20 Amérique et 20 reste du monde. Et c'est une plateforme qui, bah, si on veut s'inscrire dans la durée, on projette Sandbox sur les 5-10 prochaines années, effectivement, on fait en sorte que Sandbox soit, toujours en amont, des régulations à venir. Donc on met en place les vérifications nécessaires pour s'assurer que les joueurs soient humains, que lorsqu'ils vont recevoir des récompenses, ils aient effectivement, validé leur identité. La blockchain n'est pas un outil pour masquer son identité. L'anonymat dans le métavers n'est pas quelque chose que l'on prône, hein. Au contraire, nous on prône sur, l'identité numérique qui puisse être reconnue à travers ces différents espaces et la création de notre réputation en ligne, qui contribue à notre réputation dans le monde physique. Et on a aussi en place évidemment des terms of service, des terms of use, Mmh. qui vont indiquer les comportements appropriés et les comportements inappropriés, les contenus qui ne sont pas acceptés sur notre plateforme, des types de jeux, et cetera. On travaille,
on est parfois sollicité par différents gouvernements pour exprimer finalement nos points de vue par rapport à certaines régulations qui vont être mises en place sur l'usage des NFT, notamment lorsqu'il y a eu Mika V2, Jonum en France, mais aussi enfin, le VARA, le Virtual Asset Regulatory Authority à Dubaï, en Corée, au Japon, etc. Donc c'est bien de voir il y a justement que les régulateurs ouvrent un dialogue, comprennent qu'il y a des applications, des entrepreneurs qui créent des nouveaux services, qui développent des nouveaux métiers, donc des jobs, du revenu, qui peuvent être impactés par des nouvelles lois qui visent à protéger les utilisateurs qui vont être mises en place. Après, la manière plus générique de voir ça, c'est finalement le monde virtuel n'est qu'une extension du monde physique réel. Donc il n'y a pas de... les lois qui s'appliquent dans le monde physique devraient, par extension, s'appliquer dans les mondes virtuels. Et il y a des groupes de travail à l'échelle française, européenne, etc., qui écrivent effectivement des lois sur finalement les codes de bonne conduite. Qu'est-ce que ça veut dire le respect de la vie privée en ligne et dans les métaverses? Qu'est-ce que ça veut dire euh, le fait qu'on parle beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux, Mmh. notamment. C'est quoi le harcèlement dans un monde virtuel? Quelles sont les politiques à adopter, la modération, etc. Euh, à terme, dans un monde virtuel complètement décentralisé, je pense qu'on pourra aussi avoir, et dont chacun des avatars devient en quelque sorte un citoyen virtuel de ce monde. Ces mondes sont des sortes de nouvelles nations autonomes qui pourraient avoir aussi leur propre gouvernement élu par les citoyens, les avatars, qui pourraient aussi définir les règles de bonne conduite, ce qui est autorisé et Mmh. non autorisé. Et ça serait une évolution assez intéressante de voir. Et c'est pas par hasard dont on en parle. Si on regarde la plupart des MMO ou des jeux de monde virtuel, c'est des jeux qui désormais, je prends Second Life, je prends World of Warcraft, je peux prendre Star Citizen, etc. C'est des jeux qui vont arriver sur entre 20 et 30 ans d'existence. Quand on se connecte sur ces forums, il existe des groupes et on peut voir que ça s'est politisé. Il y a de la politique et il y a de la police à la fois. Donc finalement, les gens se sont auto-organisés Ouais. pour gérer leur communauté, définir les règles, ce qu'ils acceptent, ce qui n'est pas accepté, etc. Et donc, à terme, vu qu'on évolue, on va passer une partie croissante de notre temps sur ces plateformes de monde virtuel et dans le métaverse, ça fait assez sens, je pense, que on se retrouve face à une évolution du cadre de certaines lois et ça soit complètement applicable et géré soit par des autorités dans des pays du monde physique, soit qu'il y ait aussi des autorités virtuelles élues par les citoyens de ces mondes virtuels qui régissent les règles de bonne conduite et non. Waouh, très intéressant. On voit que c'est pareil, ça a beau être sur du virtuel, ça c'est de plus en plus carré. Pour toi, c'est toutes les tendances émergentes qui sont en train d'arriver dans les jeux qui sont sur la blockchain, ça en fait partie? Est-ce que tu en vois d'autres? Et comment toi tu arrives à rester toujours au cœur de l'information, au cœur des nouvelles tendances et toujours à l'avant-garde, pour être toujours en avant sur les jeunes sociétés qui sont en train de se développer? Et est-ce qu'éventuellement tu as d'autres prédictions sur l'évolution du métaverse? Alors je dirais, parfois c'est difficile de garder, euh, de savoir toutes les tendances. Donc ça fait participer aux conférences, effectivement, aide en suivant les différents sujets, les nouveaux acteurs, etc., à voir un peu les différentes tendances qui émergent, les nouveaux sujets de l'année, etc. Le, euh, En étant connecté au sein de la Blockchain Game Alliance et dans cet écosystème, en parlant à d'autres fondateurs, c'est aussi comme ça qu'on peut voir quelles sont leurs problématiques, leurs challenges, les nouvelles choses qu'ils sont en train d'explorer vis-à-vis de l'usage de la technologie, et ce qui va pouvoir devenir, ce qui aujourd'hui peut sembler être juste une expérimentation, va pouvoir devenir demain, finalement, le nouveau Ouais. modèle qui va réussir. Et actuellement, je dirais, on est toujours dans une phase d'expérimentation générale par rapport à l'usage de la blockchain en tant que des NFT et du Web3 comme un modèle émergent. On a pu voir le Play to Earn qui a eu un succès assez retentissant en 2021, qui a amené des nouveaux utilisateurs, qui a amené des guilds, des nouveaux métiers, qui est retombé, mais qui déjà est rené
et avec une approche un peu plus différente, plus qualitative, des quêtes, un modèle financier qui n'est pas basé uniquement sur ce qu'on appelle un zero-sum game où les revenus ne proviennent que des nouveaux entrants, pour être plus périn. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'itération assez rapide qu'on peut voir dans ce milieu. Et c'est ça que je trouve que c'est vraiment excitant dans une certaine industrie, de voir la vitesse de l'innovation quand on se projette sur si d'ici 10 ans, si, on imagine que la plupart des jeux utiliseront la blockchain sans forcément mettre en avant, mais ce sera la technologie sous-jacente, que les modèles économiques, c'est une phase vraiment excitante pour expérimenter différentes choses. On n'est pas forcément obligé d'acheter des contenus, on pourrait aussi venir staker ces tokens pour Ouais. pouvoir accéder à des contenus. Posséder un contenu peut nous donner accès à d'autres expériences ou autres contenus en avant-première, etc. Tout ça, c'est des choses assez nouvelles. Si je regarde dans le jeu vidéo, ça n'existait pas auparavant. Les principaux modèles de monétisation, c'est autour de l'achat de monnaie virtuelle, de packs, d'accélération du temps, de gacha box. La gacha box qui a été maximisée jusqu'au point où dans certains pays, elle est devenue régulée aussi. Euh, et donc, moi, je trouve ça vraiment, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur dans cette industrie, j'ai vraiment, euh, j'adore voir la créativité que ça peut apporter, ces nouvelles possibilités. Je ne sais pas si tous ces modèles vont réussir, mais au moins, on peut voir une espèce d'élan créatif et d'énergie à réfléchir à quelles sont les différentes mécaniques qui font qu'on va pouvoir engager des utilisateurs sans forcément les faire dépenser, ou en tout cas impliquer différents acteurs dans une création d'une chaîne de valeur, ou euh, souvent des mécaniques proches de MMORPG, où il y a des gens qui vont collecter des ressources, il y a des gens qui vont se spécialiser dans former des joueurs, il y en a qui vont résoudre la partie distribution, découverte, acquisition de nouveaux utilisateurs, et il y en a qui vont juste jouer pour le jeu et acheter des assets à d'autres personnes parce que c'est une économie pour eux de temps et ils considèrent que leur priorité c'est sur le fun, sur certains aspects et pas sur d'autres. OK, OK. C'est très intéressant comme vision, parce qu'on se rend compte de pas mal de choses et c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête. Pour toi, dans le futur, la plupart des jeux vidéo seront sur la blockchain. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, comme on parle beaucoup que le futur de la finance sera également sur la blockchain. On voit vraiment que la blockchain, sera un peu le centre du monde dans le futur. Est-ce que l'un Mmh. des challenges actuels, c'est de développer une interopérabilité entre ces systèmes-là? Est-ce que, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le Web 2 ou dans les jeux vidéo actuels, est-ce que dans le futur, on pourra interconnecter différents jeux vidéo, passer d'un jeu vidéo à l'autre? Quel est ton avis à ce sujet? Alors, ce principe qu'on appelle l'interopabilité, pouvoir utiliser un asset d'un jeu vidéo dans un autre, c'est assez nouveau. Donc, il y a pas D'accord. mal d'exploration sur ce qui est possible. Je suis pas sûr que à terme tous les assets vont devenir universellement applicables d'un jeu à un autre. Ça, c'est l'un des sujets sur les différents groupes de travail qu'on peut avoir au sein de l'Open Metaverse Alliance, l'OMA Free, avec cette idée ça reste au créateur de jeu de définir l'interprétation qu'il va pouvoir faire d'un modèle, d'un contenu et la fonctionnalité auquel il va pouvoir donner accès derrière à l'utilisateur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que derrière, les joueurs, ils vont se connecter avec un compte, leur progression va contribuer à leur identité numérique et d'un jeu à un autre, quand on se connecte avec son wallet, qui nous sert d'identifiant, on pourra voir effectivement tous les contenus que vous possédez, les différentes communautés et éventuellement même votre expérience. Donc on pourra savoir, ah, si dans tel jeu, il a atteint le niveau 100, il a dépassé des centaines d'heures, il a telle ou telle arme, et le développeur sait que cette arme ou ce contenu a été débloqué qu'à partir d'un certain niveau, ça va pouvoir définir des profils d'utilisateurs qui, je pense, vont pouvoir derrière être un point de départ pour débloquer des expériences plus uniques au sein de chaque jeu vidéo. Après, on a vu des mécaniques vraiment originales, hein. À l'époque, certains jeux proposaient entre guillemets, tous les joueurs qui avaient acquis beaucoup de CryptoKitties, ces petits chats virtuels, mais qui ne les utilisaient pas, proposaient de les recycler pour transformer 10 CryptoKitties en un personnage dans l'autre jeu. Et donc, c'était une mécanique d'acquisition.
On peut voir aussi des collaborations spécifiques lorsque deux jeux s'entendent. Ça, on le verra jamais dans le Web 2. On verra jamais un Ubisoft et Activision se mettre ensemble et décider que si tu achètes quelque chose dans Assassin's Creed, tu sais quoi, ça va servir dans Call of Duty. Ou alors, il va falloir des contrats, des lawyers, des choses assez lourdes. Dans l'univers blockchain, deux développeurs s'entendent, ils veulent faire une voiture aux couleurs de Sandbox dans Iconex, ils veulent faire un avatar qui est utilisable à la fois dans Sandbox et dans un autre jeu. C'est déjà possible, c'est déjà le fait d'ailleurs, et c'est intéressant. Et après, on peut aussi le faire d'ailleurs sans demander l'autorisation les uns les autres. C'est ce que fait Sandbox. On a, je parlais de 19 collaborations avec des marques sur des avatars, mais on a aussi lancé de l'interopérabilité sur des avatars qui transforment de simples tokens qui sont des images en 2D sur le wallet de l'utilisateur en un personnage en 3D et qui leur apporte une nouvelle dimension, à la fois littéralement mais aussi concrètement dans le jeu. Ça devient un personnage 3D qui peut sauter, courir, danser, s'amuser, va pouvoir Wow. parler, explorer et faire plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Et ça apporte, ça permet de connecter la communauté des détenteurs de ce token, de cet asset, et faire des choses nouvelles. Donc, d'une certaine manière, c'est ça qu'on envisage Sandbox vraiment comme un outil d'engagement pour les différentes communautés qui dans le Web 3 et au lieu d'être flat comme un Telegram, un Discord ou un channel en 2D ou un Twitter X, on va avoir cette dimension 3D d'espace virtuel dans lequel on va pouvoir créer ensemble en tant que fan d'une communauté, on va pouvoir se voir les uns les autres, chatter, jouer ensemble et donc cette dimension immersive est beaucoup plus riche et engageante. OK. Et bah et bah, on voit qu'il y a un bel avenir devant l'écosystème. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Sébastien, on arrive gentiment à la fin du podcast. À la fin du podcast, on laisse toujours un mot de la fin à notre invité. Donc ça peut être, revenir sur un sujet qu'on a traité, sur lequel tu voulais rapporter quelque chose, prendre un nouveau sujet. Ça peut être, une nouveauté qui est en train de se lancer sur Sandbox et que tu veux partager avec nous. Tu as carte blanche, ça peut être un mantra aussi, vraiment ça peut prendre 1 minute comme 10 minutes, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager? Alors, j'ai envie de dire un peu différentes choses. Déjà, si vous avez l'occasion d'essayer un jeu qui utilise la blockchain, ce qui est intéressant, c'est justement vous allez souvent pouvoir du coup utiliser vos contenus, pouvoir éventuellement les revendre. Et un utilisateur qui rentre dans cet univers blockchain, en général, euh, s'intéresse de plus en plus à différents jeux qui eux-mêmes utilisent les mécaniques, commence à comprendre l'intérêt de posséder ces assets, que finalement le temps qui passe ou que l'argent qu'ils vont dépenser à acquérir les contenus n'est plus perdu, n'est plus en vain. Puisque la valeur, il y aura toujours une sous-valeur latente à ces contenus, ils peuvent être utilisés ailleurs, il y a des nouvelles possibilités qui se créent. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais mettre en avant aussi. Je pense qu'il faut être vraiment curieux, pas venir avec des préjugés. La qualité des jeux a vraiment augmenté sur cette année, les 2 dernières années. Donc, on va avoir des jeux comme Cross the Edges, comme Dogami, comme Shrapnel ou comme Sandbox qui vont avoir une qualité quasi équivalente à ce que on peut jouer sur des plateformes qui n'utilisent pas la blockchain. Et donc, finalement, à fun équivalent, à qualité équivalente, autant faire le choix de jouer à un jeu qui valorise votre temps et vos assets. Et le troisième point que j'ai envie de mentionner, c'est soyez curieux, explorer le métaverse, des expériences, ou devenir créateur soi-même de jeux vidéo. C'est pas si difficile et ça peut ouvrir des multitudes d'opportunités, de nouvelles options, de vocations, pourquoi pas. Et donc la plupart des gens qui sont entrés dans l'écosystème Sandbox, ils sont entrés grâce à une game jam, ils ont téléchargé le game maker, ils ont commencé à faire leur jeu, ils se sont amusés, c'est vraiment drôle de faire des choses, d'itérer. Et ils ont soumis ces créations à notre équipe ou lors de ces compétitions qu'on appelle Game Jam. Et certains ont gagné des prix. Et peut-être Ouais. pas le premier prix dès la premier coup, mais ils ont fait partie du top 10, du top 25. Et au fur et à mesure, ils se sont améliorés en suivant d'autres créateurs qui streament, qui partagent leurs connaissances, etc. Il y a vraiment un bon esprit dans la communauté et ça leur a permis derrière de dire, bah voilà, maintenant aujourd'hui, je crée des expériences, je crée mes jeux, j'ai une communauté. Euh, et c'est aussi l'opportunité de rentrer plus tôt sur des plateformes émergentes, parce que j'en reviens à cette idée qu'on est encore, c'est vraiment pas du tout trop tard pour entrer dans le Web 3 en Mmh. général ou dans le métaverse. Euh, et que, ben, en étant parmi les pionniers, on peut désormais créer sa réputation,
on peut bénéficier de cet avantage du first mover advantage et derrière, réussir sur une plateforme Sandbox, là où d'autres plateformes éventuellement, en étant trop tard, ça peut être compliqué. Si vous rentrez aujourd'hui sur l'App Store, sur iOS ou Android, c'est assez compliqué de percer désormais et de redevenir un des top studios. Alors sur les nouvelles plateformes émergentes, c'est vraiment le bon moment. OK, bah, merci pour ce mot de la fin. C'est un mot très complet, effectivement, comme, depuis le début du podcast, très complet. Vraiment bravo pour ta facilité à expliquer les choses, parce que dans l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui viennent de la tech comme toi et qui ont pas forcément le même vocabulaire. C'est parfois très, très compliqué, les mots sont difficiles à comprendre et toi, tu as la facilité de t'expliquer ça d'une manière très simple. Vraiment bravo pour ça, bravo pour tout ce que tu fais sur l'écosystème. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir Sébastien. Merci pour ton temps et puis, bah, je te souhaite le force à toi et le meilleur pour la suite avec The Sandbox. Merci, merci Jean, merci à tous et donc je vous retrouve dans le métaverse. Totalement, totalement. Merci Sébastien.